C'est officiel, le gouvernement pourrait être contraint de démissionner dès le 8 septembre suite à un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Cette annonce a été faite par le Premier ministre François Bayrou ce lundi lors d'une conférence de presse pour défendre son projet de budget 2026. Ce budget est non seulement menacé de censure, mais il suscite aussi depuis plusieurs semaines des appels à bloquer le pays. Mais alors, quelles seraient les alternatives possibles et une censure du gouvernement est-elle vraiment réaliste? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Alors on va revenir en détail sur les raisons qui ont mené à ce choix, mais le Premier ministre François Bayrou a annoncé ce lundi qu'il comptait solliciter un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. François Bayrou s'appuie sur l'article 49, alinéa 1 de la Constitution, la norme suprême en France. Ce texte prévoit que, je cite, « le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale ». Cette démarche, décidée en accord avec Emmanuel Macron et initiée par François Bayrou lui-même, expose donc son gouvernement à un risque de censure. Lors de cette séance, il présentera une déclaration de politique générale au cours de laquelle il mettra en avant bien sûr la question de la maîtrise des finances publiques, qui est sans doute le point le plus sensible de cette rentrée politique. À l'issue de son allocution, les députés voteront pour ou contre ou s'abstiendront. Si l'Assemblée nationale désapprouve la déclaration de politique générale de François Bayrou, alors la Constitution prévoit que le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Il faut savoir que depuis la création de la Ve République en 1958, il y a eu environ une trentaine de votes de confiance demandés par les premiers ministres à l'Assemblée nationale. La France Insoumise, le Parti communiste, les écologistes, le Rassemblement national et l'Union des droites, donc le mouvement d'Éric Ciotti, allié du RN, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient contre le 8 septembre prochain. À l'heure où j'enregistre ces actus, si un autre groupe parlementaire suit ce mouvement, comme le PS ou les Républicains, alors ça signifie qu'une majorité absolue de députés voteront contre la politique générale du gouvernement et donc François Bayrou sera contraint de démissionner, selon le simulateur du journal Le Monde. Ça signifierait aussi au passage que le vote du budget serait décalé puisqu'il faudrait nommer un nouveau Premier ministre et former un nouveau gouvernement. Ce vote de confiance intervient dans un contexte politique particulier. On en a déjà pas mal parlé, François Bayrou souhaite mettre en place un plan d'économie inédit de 43,8 milliards d'euros qui devrait directement concerner le pouvoir d'achat et les droits sociaux des Français et qui fait vivement débat. Il a notamment présenté toutes ces mesures en juillet lors de l'orientation du budget. En gros, ce sont des propositions et des pistes de travail qui visent à définir et structurer les priorités économiques, sociales et budgétaires de l'État pour l'année. L'année dernière, c'était d'ailleurs ce texte du budget qui avait fait l'objet d'une motion de censure, ce qui avait poussé l'ancien Premier ministre Michel Barnier à démissionner au mois de décembre. Mais là, c'est donc François Bayrou qui a présenté ses pistes pour le prochain budget de l'État, avec l'objectif, je le disais, de réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies pour diminuer le déficit public, donc quand l'État dépense plus que ce qu'il ne perçoit, par exemple grâce aux impôts des Français. Pour ce faire, le Premier ministre a proposé plusieurs mesures, dont le fait de supprimer 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, sans contrepartie financière, mais aussi de geler les retraites et les prestations sociales. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il souhaite maintenir ces prestations sociales au niveau de 2025, sans augmentation, même en cas d'inflation, donc de hausse générale des prix. Si vous voulez connaître toutes les propositions de ce budget, on vous renvoie directement vers notre une sur le sujet, le lien est en description. Alors attention, là, tout ce dont je vous parle, ce sont des orientations. Le texte n'est pas encore passé, il n'est pas définitif et il peut encore être modifié. Selon le calendrier actuel, François Bayrou devrait officiellement présenter son budget en Conseil des ministres le 1er octobre. Les textes devraient être examinés par les députés dès le 14 octobre pour le budget de l'État et à partir du 21 octobre pour celui de la Sécurité sociale, sous réserve bien sûr que le gouvernement ne démissionne pas entre-temps. Mais vous le savez peut-être, les contestations risquent de commencer avant même que le texte soit discuté au Parlement, puisqu'un important mouvement citoyen appelle à manifester le 10 septembre prochain. Plusieurs syndicats ont eux aussi appelé à la grève. Force ouvrière, le 3e syndicat français, a par exemple déposé un préavis de grève à compter du 1er septembre pour se mobiliser face aux restrictions budgétaires de l'État. Et puis au-delà de ces manifestations, c'est au cœur de l'Assemblée nationale et du Sénat que le budget va aussi se jouer, puisque le gouvernement, donc le camp d'Emmanuel Macron, n'a pas de majorité solide et doit donc négocier chaque voix pour faire passer son budget par le vote. Et en plus du vote contre François Bayrou et son gouvernement, dans le cadre du vote de confiance, il faut aussi savoir que François Bayrou est également menacé de censure par la France Insoumise, qui a affirmé déposer une motion de censure dès la reprise des travaux parlementaires la semaine du 22 septembre. En tout cas, pour augmenter ses chances de survie, François Bayrou devra dans tous les cas d'ici là très certainement devoir négocier avec les partis pour trouver un compromis sur son budget et ainsi éviter la censure. Selon lui, si les 44 milliards d'économies sont intangibles, donc en quelque sorte non négociables, les mesures peuvent toutes être discutées. Il s'est notamment dit prêt à entendre d'autres propositions, comme d'autres dates de suppression de jours fériés. Maintenant qu'on sait ça, quel compromis pourrait être trouvé? Eh bien, le Rassemblement national et le Parti
Parti socialiste ont déjà annoncé qu'ils comptaient proposer un contre-budget. Pour l'instant, rien n'a encore été révélé officiellement, mais les socialistes estiment par exemple que les efforts réclamés sont trop importants. Ils pourraient proposer de réduire de moitié les économies souhaitées en passant de près de 44 milliards d'euros à entre 20 et 30 milliards d'euros afin que ces nouvelles mesures puissent moins peser sur les Français. En contrepartie, le parti de gauche pourrait aussi proposer de mettre à contribution les Français les plus aisés pour réduire la dette avec une mesure qui pourrait par exemple s'inspirer de la taxe Zuckman. La taxe Zuckman proposait de réaliser 20 milliards d'euros d'économies à l'État en instaurant une taxe de 2% sur les patrimoines qui dépassent 100 millions d'euros. Mais cette mesure portée par la gauche s'est confrontée au blocage de la droite et d'une très large partie des centristes avant d'être rejetée au Sénat en juin dernier. Cet été, dans le cadre de ses vidéos postées sur les réseaux sociaux pour défendre son budget, François Bayrou a lui aussi évoqué une contribution des plus fortunés à définir avec les parlementaires. Vendredi dernier, le Premier ministre a également promis d'identifier et de supprimer d'éventuels privilèges des politiques sans rentrer plus dans les détails. C'est une mesure jugée nécessaire mais clairement insuffisante par ses détracteurs. Malgré cette proposition, le Premier ministre reste donc pour l'heure défié par les oppositions, alors que LFI a officiellement appelé ses sympathisants à se joindre au mouvement de blocage du 10 septembre et espère, je cite, une grève générale. De leur côté, le Parti communiste français, les socialistes et les écologistes ont également apporté leur soutien au mouvement. On devrait donc entendre encore beaucoup parler de ce budget dans les semaines qui arrivent et on continuera évidemment de suivre tout ça, notamment le 8 septembre donc. En attendant, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. Je voulais d'abord évoquer cette décision plutôt rare. L'ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kouchner, a été convoqué ce lundi au ministère des Affaires étrangères après avoir critiqué Emmanuel Macron sur, je cite, l'absence d'action suffisante de sa part contre l'antisémitisme. Concrètement, dans une lettre adressée au président ce dimanche, Charles Kouchner écrit notamment « Il ne se passe pas un jour en France sans que des juifs soient agressés dans les rues, des synagogues et des écoles dégradées. » Il s'agit selon lui d'une conséquence du manque d'action du gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors en réaction, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé, je cite, des allégations inacceptables allant à l'encontre du droit international qui impose notamment l'obligation de ne pas intervenir dans les affaires internes des États. Alors convoquer un ambassadeur, je le disais, c'est plutôt rare et c'est le premier degré de sanctions diplomatiques. L'objectif, c'est d'obtenir des explications, mais aussi de montrer son désaccord auprès du pays représenté, par exemple ici les États-Unis. Ça peut mener à des mesures plus sévères, comme le renvoi de l'ambassadeur dans son pays, mais dans ce cas précis, il y a peu de chances que ça arrive. À noter que ces propos de l'ambassadeur américain interviennent quelques jours seulement après des critiques déjà formulées par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il avait accusé Emmanuel Macron, je cite, d'alimenter le feu antisémite en appelant à la reconnaissance internationale d'un État de Palestine, légitimant selon lui le Hamas qui est au pouvoir à Gaza. L'Élysée avait alors dénoncé une analyse erronée, abjecte et qui ne demeurera pas sans réponse. Entre janvier et juin 2025, 646 faits antisémites ont été recensés en France selon les données du ministère de l'Intérieur. C'est 27,5% de moins que l'an dernier à la même période, mais ça reste une hausse de 112,5% par rapport à ceux enregistrés de janvier à juin 2023, donc avant le 7 octobre 2023. Deuxième actu, au moins 20 personnes, dont 5 journalistes, ont été tuées ce lundi dans une frappe israélienne visant l'hôpital Nasser de Khan Younes, le principal établissement de santé du sud de Gaza, selon la défense civile palestinienne. La mort de 5 journalistes a été confirmée par le syndicat des journalistes palestiniens. Il s'agit de Ahmad Abou Aziz, Moaz Abou Taha, mais aussi Hossam Al-Masri, employé par Reuters, Mariam Daka, qui travaillait notamment pour l'agence américaine AP, et Mohamed Salama, photographe pour la chaîne de télévision qatari Al Jazeera. De son côté, l'armée israélienne, interrogée par l'AFP, a répondu qu'elle vérifiait ces informations. Elle a aussi assuré dans un message partagé sur Telegram, je cite, qu'elle ne vise pas les journalistes en tant que tels et a annoncé l'ouverture d'une enquête. Parallèlement à ça, l'ONG Reporters sans frontières a réitéré son appel à mettre fin au ciblage de l'armée israélienne contre des journalistes. Mi-août, l'organisation avait déjà dénoncé des assassinats ciblés de journalistes dans la bande de Gaza après une frappe israélienne qui avait tué 6 reporters, dont le correspondant d'Al Jazeera, Anas Al-Sharif. Plus de 200 journalistes ont été tués à Gaza depuis octobre 2023, selon le dernier décompte de Reporters sans frontières publié début juillet. Troisième actu, en France, des milliers d'enfants porteurs de handicap n'ont pas de solution de scolarisation adaptée pour la rentrée, selon une enquête publiée ce lundi par l'UNAPI, un réseau d'associations qui accompagne les personnes avec un handicap intellectuel.
Cette enquête a été réalisée auprès de 38 associations qui représentent plus de 3600 enfants en situation de handicap. Et concrètement, elle révèle que 13% d'entre eux ne vont pas du tout à l'école chaque semaine, 38% y vont moins de 6 heures et 30% y passent entre 6 et 12 heures par semaine. Et si on fait le calcul, ça signifie que seulement 19% d'entre eux ont plus de 12 heures de cours par semaine. Face à ça, l'UNAPI a dénoncé un nombre trop faible d'heures de cours proposées aux enfants en situation de handicap et l'absence d'accompagnement adapté. En cause notamment les suppressions de postes spécialisés, les difficultés de recrutement, la formation insuffisante des enseignants et des AESH, donc des accompagnants des élèves en situation de handicap. En tout cas, l'UNAPI réclame que tous les enfants en situation de handicap aient accès à une scolarisation adaptée, c'est-à-dire avec suffisamment de personnel formé et des moyens humains et matériels capables de garantir l'inclusion des élèves. Elle demande également une meilleure coordination entre les professionnels de l'éducation nationale et du médico-social pour assurer un accompagnement et un suivi efficace. Au total, 519 000 enfants handicapés étaient scolarisés à l'école ordinaire à la rentrée 2024, selon le ministère de l'Éducation nationale. Quatrième actu, au Vietnam, un pays d'Asie du Sud-Est, près de 30 000 personnes ont dû être évacuées ce lundi matin en prévision du typhon Kajiki. Un typhon, c'est un type de cyclone tropical, donc une tempête avec des vents très forts et des pluies intenses. Alors concrètement, le typhon était attendu ce lundi dans la région centrale du pays, avec des prévisions de vent pouvant aller jusqu'à 160 km/h, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique du Vietnam. Selon les autorités, près de 325 500 personnes doivent être évacuées vers des abris temporaires installés dans des écoles et des bâtiments publics. Plus de 16 500 soldats et 107 000 membres des forces paramilitaires ont également été mobilisés pour aider à l'évacuation et se tenir prêts pour les opérations de recherche et de sauvetage. À noter qu'il s'agit du 5e typhon à frapper le Vietnam cette année. En septembre 2024, le typhon Yagi, le plus puissant à avoir frappé le nord du Vietnam depuis 30 ans, avait causé la mort d'environ 233 personnes et laissé plus de 100 disparus, provoquant d'importantes inondations et glissements de terrain dans la région. Selon les scientifiques, ce type de phénomène météorologique plus intense et imprévisible est amené à se répéter dans les prochaines années à cause du changement climatique causé par l'homme. Cinquième actu, SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, a dû annuler le vol test de sa méga fusée Starship prévu ce dimanche, seulement quelques minutes avant son décollage. En fait, le décollage devait avoir lieu à 18h30 heure locale depuis la base de l'entreprise américaine au Texas aux États-Unis. L'objectif de ce 10e vol de la fusée Starship, qui est considérée comme la plus grande fusée de l'histoire, était de mener une série d'expériences sur l'étage supérieur, donc le vaisseau. Mais environ un quart d'heure avant le décollage, SpaceX a annoncé son annulation, déclarant avoir besoin de temps pour régler certains problèmes. Alors même si c'est relativement courant pour des lancements de fusées, certains ont estimé qu'il s'agissait d'un échec et ont partagé leurs doutes quant à la capacité de cette méga fusée à réussir à aller sur Mars. Si vous n'avez pas suivi, l'objectif d'Elon Musk avec Starship, c'est de coloniser Mars en établissant une colonie autonome et durable afin de rendre l'humanité multiplanétaire et assurer sa survie à long terme. Et on termine avec cette actu. Dès 2026, les lycéens pourront utiliser l'intelligence artificielle pour passer le bac au Danemark. C'est le ministère de l'Éducation nationale danois qui l'a annoncé ce vendredi. Alors attention, cette annonce concerne uniquement l'épreuve orale d'anglais du bac de la filière générale et uniquement dans les lycées volontaires. Concrètement, après avoir tiré un sujet, l'élève aura 1 heure de préparation pendant laquelle il sera autorisé à utiliser l'IA générative, mais il n'est pas obligé s'il n'en ressent pas le besoin. La présentation finale devant l'examinateur devra en revanche être faite sans aide, a précisé le ministère. L'objectif affiché, c'est de mieux intégrer le numérique dans l'éducation tout en gardant un cadre strict. À noter que l'usage d'Internet de façon encadrée était déjà autorisé pour certains examens dans le pays depuis 2008. En France, la règle est beaucoup plus stricte, l'usage de l'intelligence artificielle comme celui d'Internet est pour le moment totalement interdit au bac. Si le sujet vous intéresse, il est régulièrement évoqué sur Elan, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, je vous mets le lien en description. Merci Léa pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format. Hugo revient demain. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.